Bienvenue, vous regardez Parlez-moi d'ailleurs, l'émission de géopolitique de la chaîne parlementaire. Chaque mois sur LCP, nous essayons d'aller au bout d'une grande question de politique étrangère. Ce mois-ci, nous avons choisi un sujet grave, très grave, la Syrie. Où va la Syrie ? Pour répondre à cette question, 4 invités. D'abord, Gérard Bapt. Gérard Bapt, député socialiste de Haute-Garonne et grand spécialiste du monde arabe et président d'ailleurs par ailleurs du groupe d'amitié France-Syrie. Ensuite, Salam Kawabiki. Alors vous êtes chercheur politologue, vous travaillez avec l'université d'Amsterdam et vous êtes professeur associé à Paris 1. Martine Laroche-Joubert, bien connue des téléspectateurs, grand reporter à France 2, qui était encore il y a quelque temps en Syrie, en clandestin. Ensuite, et enfin, c'est Randa Kassis, qui est, elle, journaliste, anthropologue et présidente de l'Assemblée générale de la coalition laïque et démocratique, en fait, l'une des chefs de l'opposition extérieure en Syrie. Avant de commencer le débat, je vous propose d'aller tout de suite sur le terrain, du côté de Wadi Khaled, qui est un village frontalier du Liban qui recueille les réfugiés syriens. On regarde. Wadi Khaled, dans le nord du Liban, dernier village avant la Syrie. De l'autre côté du poste frontière, à 2 km, la ville de Talkalak. Et comme dans tous les autres foyers de contestation, les opposants au régime sont violemment réprimés. Seule solution, fuir vers le Liban voisin par ce pont. Une frontière non officielle qu'on peut franchir à pied. Une mince rivière sépare en effet les deux pays. Rami Razal, un élu local, a été surpris par l'arrivée de réfugiés syriens. Les habitants des villages syriens viennent souvent nous rendre visite. Nous sommes amis, mais c'est la première fois qu'ils franchissent massivement la frontière pour se réfugier à Wadi Khaled. Ils fuient les tensions qui secouent la Syrie en ce moment. Des dizaines de familles ont donc trouvé refuge ici, dans cette maison de Wadi Khaled. Raïssa et Ala viennent tout juste d'arriver. Elles ont quitté la Syrie sous les balles. On a fui notre ville en camion. L'armée syrienne nous tirait dessus. On a quand même réussi à rouler jusqu'à la frontière. Et là, on a abandonné le camion. Il était criblé de balles et les pneus étaient à plat. On a couru et sauté dans la rivière. Les gens d'ici nous ont aidés. Mon Dieu, un enfant a même été touché. Le camion était bondé. Les miliciens nous mitraillaient, ça tirait de partout. Dieu seul sait comment on a réussi à s'échapper. Qui vous a tiré dessus? Ce sont les hommes de Maher el-Assad, le frère du président. Les miliciens en civil, ils ont tous des brassards rouges. Ils ont tiré sur les pneus. On a été obligés de continuer à pied. Papa a voulu nous aider et ils l'ont tué là, sous mes yeux. Je n'ai plus que ma mère. Elle est là, avec moi. Ces réfugiés parlent de bombardements et de snipers sur les toits de leurs immeubles. Les yeux rougis, choqués, près de 1500 personnes ont échappé au chaos de Talkalak. C'est fou, on a entendu parler de choses terribles. La maison de celui-ci a reçu un obus et tout le monde est mort. La maison d'un autre a été dynamitée, c'est complètement fou. Ils ont coupé le téléphone, l'électricité, ils nous ont même coupé l'eau courante. Et tout ça parce qu'on réclame notre liberté, juste notre liberté. Dans ce refuge improvisé, les hommes sont quasiment absents. L'armée syrienne ne les laisse plus passer à la frontière. Ce sont leurs femmes qui reprennent les slogans entendus dans les rues de Talkalak. Chassées par la répression, elles transportent leurs cris de révolte côté libanais. Alors, depuis un an, le régime syrien est confronté à une révolte populaire sans précédent. Il y aurait déjà eu plus de 6000 morts. C'est un régime qui tire sur les enfants. Absolument. Martine Laroche-Joubert, vous l'avez vu sur place? Les snipers sont absolument sans pitié. C'est-à-dire que quand ils voient des familles qui s'échappent des maisons, par exemple, parce qu'il y a des bombardements, ils n'hésitent absolument pas à tirer sur les enfants. Il y a des enfants qui sont blessés tous les jours et il y en a qui meurent tous les jours. Alors, avant de passer aux perspectives, j'aimerais qu'on fasse un peu un état des lieux, c'est-à-dire que vous nous expliquiez, les uns les autres, votre vision du régime de Bachar el-Assad. C'est une famille, puisque son père était le président, qui règne depuis 1971. Alors, votre conception à vous, parce que vous avez écrit sur eux, pour vous, c'est quelque chose de très spécial. C'est pas un régime totalitaire, c'est une sorte de sécuritocratie, c'est ça?
Plus grave qu'un État policier. C'est plus grave qu'un État policier. Pour ça, la comparaison avec d'autres régimes ou essayer de voir d'autres issus qui ont été poursuivis dans d'autres régions dans le monde me paraît un peu compliqué en ce moment. C'est une sécuritocratie, ça veut dire la sécurité règne sur l'espace public et l'espace privé. Règne sur le parti dirigeant, sur la présidence de la République, sur l'armée, sur tout le système administratif. Même le parti Baas, qu'on lui attribue être au gouverneur à la tête du pouvoir, ne l'est plus depuis les débuts des années 70. Il a été transformé en administration, en bureaucratie sécuritaire. Le parti Baas est devenu aussi, ses membres sont devenus des membres de la sécurité. Leur tâche principale, c'est d'écrire des rapports sur ce qui se passe autour d'eux dans la société. De ce point de vue, ça ressemble pas mal à ce qu'était l'Irak auparavant. Ça ressemble... C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le bassisme, d'ailleurs. Ça ressemble beaucoup, mais quand on connaît l'histoire du parti Baas, c'est pas pour défendre l'idéologie basse, mais pour dire que c'est pas du tout un parti qui s'est transformé en service de sécurité. C'est vraiment, on a empêché les bassistes réels d'exister depuis l'arrivée de Assad Père, et on l'a transformé en système sécuritocratique. Gérard Bapt, vous avez une bonne connaissance de la région. Pourquoi d'abord ce régime a tenu si longtemps? Sur quelle base et qu'est-ce qu'il incarne? Bon, au départ, il y a ce parti Baas qu'il y avait également en Irak. Il y a la révolution. Facteurs pour lesquels ce régime a tenu. Il y a d'abord des circonstances régionales. Et il est bien clair que le voisin israélien s'est toujours très bien accommodé de ce régime. La frontière la plus calme depuis des dizaines d'années, c'était la frontière entre, malgré le Golan occupé, entre Israël et la Syrie. D'ailleurs, c'est intéressant, ce petit pays, c'est un petit pays, à peine plus de 20 millions d'habitants. Il a toujours joué un rôle absolument considérable. 30 millions d'habitants maintenant. Non, un petit peu, 23. C'est un peu plus de 20, hein, c'est pas plus que ça, et tout petit pays, et il a un rôle absolument considérable dans la région. Oui, mais malgré tout, c'est un petit pays, mais si vous comparez à la population du Liban ou si vous comparez à la population d'Israël, c'est un grand pays. Qui plus est, il a accueilli beaucoup de réfugiés irakiens en ce moment. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs millions de plus des populations officielles. Donc il y a des circonstances régionales. Et c'est un pays par ailleurs qui a été dirigé par un homme extraordinairement habile qui était Hafez al-Assad. Et qui a toujours, notamment par rapport à l'Irak et aux différentes guerres du Golfe, a toujours su raccrocher le bon wagon et être dans la bonne vue, en quelque sorte, de l'Occident. Et ça a été aussi le cas en ce qui concerne le protectorat mis par la Syrie sur le Liban. Il est venu au Liban à l'appel des chrétiens, et puis il y est resté pour maintenir la stabilité régionale. Et puis il y a des facteurs internes aussi. C'est que ce régime, il est certes purement sécuritaire, mais il a été aussi bâti autour d'une espèce d'alliance de minorités. C'est pas que les Alaouites, mais il y a aussi les chrétiens, les Kurdes et puis un certain nombre de tribus, puisque c'est un pays qui encore culturellement est constitué autour de tribus. Et le parti Baas, en quelque sorte, n'a fait à certains moments qu'agréger des alliances politiques qui se passaient entre tribus, de la même façon d'ailleurs que ce qui s'était passé en Libye. Et puis la troisième circonstance, c'est qu'il s'est paré du nationalisme pour essayer de regrouper sa population toujours autour de l'objectif de récupérer son territoire et de l'ennemi israélien, même s'il se gardait bien d'essayer de récupérer ce territoire. Et enfin, je pense que la dernière chose, c'était de se parer aussi des attributs de la laïcité et d'essayer de dire que surtout son régime est nécessaire pour éviter les conflagrations confessionnelles. Et ce qui s'est passé en Irak au cours des dernières années a été une magnifique justification pour le régime de dire « Regardez comment ça se passe en Irak, au moins vous ici, vous avez la paix ». On a Cassis. C'est-à-dire, ce régime d'abord n'est pas un régime laïque, il faut le dire, parce que dans la constitution syrienne, on a quand même la constitution elle-même, elle est inspirée par la charia islamique. Alors, on se trompe vraiment quand on parle de cet État comme un État laïque. C'est vrai que ce régime... En même temps, est-ce qu'il n'est pas multiconfessionnel par rapport à... si on compare à d'autres pays voisins,
C'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas musulman. Là, apparemment, on peut être chrétien sans problème. Oui, oui, bien sûr, on peut être chrétien, mais je veux dire, on est, protégé et pas protégé. C'est-à-dire, c'est un jeu quand même. Il a su jouer sur la carte de sectarisme, ce régime, depuis 70. Alors, il ne faut pas vraiment croire que ce régime a l'intention de défendre les minorités ethniques ou religieuses. D'ailleurs, on l'a vu comment il a réagi avec les Kurdes et avec la minorité kurde. C'est aujourd'hui, ça fait que quelques mois qu'il a appelé les Kurdes à, bien sûr, à avoir la nationalité syrienne pour les empêcher de rejoindre la révolution syrienne ou ses contestations. Alors, on le voit depuis 70, il était en train toujours de jouer. Même quand il est entré au Liban, il a joué sur cette carte. Il a défendu les chrétiens, comme il a défendu après, il les a frappés, comme il a défendu les chiites. Et après, c'était toujours un jeu pour le seul but, le seul objectif de ce régime, c'est rester au pouvoir. C'est ça ce qu'il voulait. Et c'est jusqu'aujourd'hui, on le voit par, bien sûr, la politique de Bachar al-Assad. Ce que vous dites, c'est jusqu'à présent, que ce soit le père, Faisal al-Assad, ou le fils Bachar, il y a quand même un certain talent tactique, quoi. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Il faut l'avouer. Par rapport à d'autres pays, il faut l'avouer, bien sûr. Ils ont une tactique. Il y a une intelligence. Ouais. Oui, il y a une intelligence, mais quelle intelligence? C'est-à-dire, c'est ça. Mais bien sûr, ils savent très bien, on va dire, gérer la situation. Même jusqu'aujourd'hui, avec cette crise-là, ils veulent leur plan aussi. C'est un plan. Alors, il y a plusieurs scénarios. Eux, soit ils ont un scénario de partition de la Syrie, soit bien sûr plonger la Syrie dans une guerre civile et comme ça ils pourront après assurer la sécurité en Syrie même, puisqu'il y a des minorités religieuses et ethniques. C'est-à-dire c'est un jeu pour un but de rester au pouvoir. Salam. Je crois que ce régime a réussi surtout à détruire la société civile syrienne en la rendant une société communautaire. Et il a tout fait contre la laïcité. Il a développé un islam obscur, c'est lui qui l'a développé. C'est pas les frères musulmans qui ont développé un islam obscur. En Syrie, dans le cas syrien, je parle. Il a développé un islam obscur, surtout dans les sphères sociales, pour occuper la société dans des domaines complètement loin de la politique. Il a instrumentalisé les minorités, il a pris en otage sa propre communauté. Et pour dire une chose, pour terminer, c'est pas le pouvoir d'une minorité, c'est la minorité du pouvoir. Martine Laroche-Joubert, vous êtes en gros d'accord avec cette analyse? C'est-à-dire, bon, on voit c'est un régime policier fort, puissant, mais par rapport à d'autres régimes voisins, c'est un régime intelligent. C'est-à-dire, vous parliez de l'Irak tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé en Irak du temps de Saddam. Et en Irak du temps de Saddam, il était absolument impossible, mais impossible de rencontrer des gens qui osaient, même dans l'intimité de leur maison, critiquer Saddam. J'ai aussi travaillé en Syrie, tout à fait officiellement, avant la Révolution. Et dans ces cas-là, comme journaliste, on est toujours accompagné d'un quelqu'un du ministère de l'Information qui contrôle tous les gens qui sont interviewés. Mais il était tout de même possible en Syrie de rencontrer des gens qui pouvaient, pas officiellement et pas devant la caméra, mais qui pouvaient en tout cas critiquer le régime. Donc il y avait moins de terreur qu'en Irak. Oui, je trouve qu'il y avait moins de terreur en Irak qu'en Irak. Bon, ben là maintenant on peut peut-être passer au sujet suivant. C'est un petit tour à Homs. On va aller à Homs, qui est la capitale de la contestation depuis le début. Un journaliste, un confrère Nicolas Hénin, est allé en clandestin, comme vous, Martine Laroche-Joubert, et il a pris ces images qu'on va voir. On regarde. Ce soir-là, comme tous les soirs, un étrange manège commence dans le quartier. Des jeunes, masqués, ont bloqué les rues avec des parpaings et des bennes à ordures. Ils déploient le matériel de sonos et les banderoles. Tout commencera après la prière du soir. À la sortie de la mosquée, les fidèles se rassemblent et les premiers slogans fusent. Le peuple veut la tête du meurtrier. Le peuple veut la tête de Bachar al-Assad. Un cortège se forme et rejoint l'emplacement de la manifestation. Dans ce quartier, les rassemblements sont quotidiens. Ils ont lieu la nuit.
Si les forces de sécurité interviennent, la pénombre facilitera la fuite. Tout est mis en scène pour ce révolutionnaire perché sur un escabeau. C'est lui la personne la plus importante. Il est chargé de témoigner pour le monde du rassemblement de ce soir. La date et le lieu de la manif sont inscrits sur une feuille de papier passée devant l'objectif. Et voici ce qu'il filme, une assemblée de dos. Les quelques centaines de manifestants réunis ce soir-là cachent leur visage à la caméra, mais tournent leur banderole vers l'arrière. Seuls les enfants se laissent filmer sans crainte. Au micro, slogans et chansons ridiculisent Bachar el-Assad. بشار الجحش بعثكم معي رسالة تسمعوها؟ قال هو بدي يعمل إصلاحات تسمعوها؟ قال عم يقول لي بيعطي كل واحد 50,000 بتمشوا من هون؟ 50,000 يا شباب محلات بيعطي كل واحد سيارة بتمشوا من هون؟ طيب بيعطي كل واحد طيارة بتمشوا من هون؟ والله لا أعمل إصلاحات والله لا أعمل إصلاحات وما صار Après la manifestation, Abou Maha intervient en direct sur Al Jazeera. Abou Maha, c'est l'une des principales sources d'informations sur Homs pour les médias arabophones. Un reporter citoyen pourchassé, l'un des révolutionnaires les plus recherchés par les services de sécurité. La situation est très dangereuse. Personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer à Homs. Il y a de plus en plus de morts. Le nombre de martyrs peut se compter en milliers. Dès qu'Abou Maha a terminé son intervention à l'antenne, il retire la carte SIM de son portable pour éviter d'être espionné. Ça, c'est pour la sécurité. Vendredi, juste après la grande prière hebdomadaire, partis des différentes mosquées du quartier, des cortèges convergent. L'ambiance est détendue. L'opposition revendique chaque vendredi des millions de manifestants à travers le pays. Des chiffres sans doute exagérés. Mais ici, ils sont plusieurs milliers à braver en plein jour la peur de la répression, le risque que des tirs viennent disperser le rassemblement. Les opposants ont le nombre pour eux. Il y a certes beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des familles, et en particulier beaucoup d'enfants. Certains défilent avec des dessins qu'ils ont faits à l'école. C'est moi qui l'ai dessiné. Bachar le traître, ce chien, et son enfoiré de père. Sous les cris de joie et les huées de la foule, les portraits du dictateur sont brûlés. Puis un pantin au visage de Bachar est pendu à une potence. Comme à chaque fois, une caméra immortalise le rassemblement. Moins d'1 heure plus tard, les images seront sur Internet, puis reprises par des télévisions du monde entier. Malgré le risque, l'un des manifestants accepte de parler à visage découvert. Cette manifestation est très dangereuse. D'un instant à l'autre, les chars peuvent débarquer et on peut nous tirer dessus à balles réelles. À tout moment, les blindés peuvent se mettre à tirer à bout portant sans aucun respect pour la vie des gens. Tous les jours, nos amis, nos voisins, nos parents meurent. 5 de mes amis proches ont été conduits au cimetière après ce genre de manifestation. Nous sommes tous les fils du même quartier et chaque personne ici est importante pour nous. Tous les Syriens sont nos frères. Mais aujourd'hui, pas d'attaque. La manifestation se terminera sans incident.
Alors, qui sont ces manifestants, Martine Laroche-Joubert? Ce qui est incroyable, c'est que ce sont des familles entières qui descendent dans la rue. Il y a des très jeunes enfants, leurs parents. C'est une société traditionnelle, hein, donc souvent les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. Les femmes sont généralement, elles ont un foulard, mais j'ai quand même vu quelques chrétiennes, les cheveux découverts. Mais je crains qu'il y ait de moins en moins de manifestations de ce genre parce que les risques deviennent de plus en plus forts et le régime a bien l'intention d'en finir avec tout ça. Donc il y a de moins en moins de manifestations de masse comme ça. On n'a pas vu beaucoup de religieux. Non, moi personnellement, je n'en ai pas vu, non. Alors, mais c'est une société traditionnelle. Par exemple, je voyais des jeunes femmes professeurs d'anglais avec un foulard et elles me disaient, mais vous vous rendez compte que Hafez al-Assad, à un moment, il interdisait aux femmes d'aller à l'université avec un foulard. Alors je disais, bah, c'était peut-être pas plus mal. Elle me disait, mais enfin, c'est notre choix que d'avoir un foulard. Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans plusieurs de ces manifestations. 2 sur 3 se sont terminées sous des tirs et ça ne va pas s'améliorer. Alors, il y a en Syrie un contexte religieux que j'aimerais qu'on approfondisse. Donc, il y a plus de 20 millions d'habitants, 23 millions à peu près, 22-23. Et sur ces 22-23, il y a plus de 70% de sunnites, on dit parfois 75% de sunnites. Il y a 10% de chrétiens. 12% d'alaouites, ça c'est la religion des Assad, hein, du père et du fils, sont le petit clan des alaouites qui représente à peu près 12% de la population. Puis après vous pouvez rajouter des ismaéliens, etc., les chiites aussi qui sont peu nombreux, donc des druzes, etc. Donc dans ce contexte, on voit bien qu'il y a un pouvoir qui se sent menacé aussi et des communautés qui sont menacées par l'espèce de montée sunnite que vous avez dans toutes les régions autour. Je ne crois pas que le début du soulèvement était basé sur ces principes. Ce n'était pas un soulèvement sunnite contre une minorité. Comme j'ai dit, le pouvoir est composé de toutes les communautés. Ceux qui croient en ce pouvoir, ils faisaient partie de sa religion. Les Alaouites en Syrie ont été autant victimes que les autres de la répression et de la corruption. Alors les Alaouites, on peut expliquer ce que c'est une scission des chiites. Certains disent d'ailleurs qu'il y a un peu de christianisme dans cette scission. D'ailleurs, ils croient à la métempsychose, c'est-à-dire ils croient qu'on est réincarné. Enfin, c'est une religion très particulière. On n'a pas le droit d'en parler d'ailleurs. Il y a un cheikh qui vous apprend cette religion et après il faut surtout ne rien dire sur ce qu'on a appris. Donc il y a quelque chose de très secret dans cette... Dans cette religion. En tout cas, en Syrie, cette religion a été beaucoup plus un signe de modernisme et d'ouverture d'esprit qu'un signe de pratique obscure. Peut-être dans les textes, il y a d'autres choses, mais dans les pratiques, c'était tout à fait quelque chose de très modéré. Les Alaouites aussi, dans les prisons politiques en Syrie, dans les années 80, on pouvait trouver les frères musulmans d'un côté et de l'autre côté beaucoup d'alaouites qui faisaient partie des partis laïques de l'opposition. Et ils étaient sanctionnés doublement que les autres communautés parce qu'ils faisaient partie, dans l'esprit du pouvoir, ils faisaient partie de son corps familial. Je crois que le début du soulèvement, jusqu'à récemment, la question religieuse ne se posait pas. Aujourd'hui, on voit quand même une certaine peur chez les Alaouites. Ils parlent d'enclave, ils voudraient s'organiser un petit territoire à l'intérieur de la Syrie. Enfin, ils ont peur du grand massacre. Et les chrétiens eux-mêmes ne sont pas à l'aise. On l'a vu à travers des déclarations du patriarche. Mais malheureusement, les patriarches chrétiens ne représentent pas les chrétiens. Les patriarches en Syrie sont nommés plus ou moins par le pouvoir. Non, mais les chrétiens du Liban, ils ont peur qu'il leur arrive en Syrie. Ou les chrétiens de Syrie ont peur qu'il leur arrive ce qui arrive en ce moment aux chrétiens d'Égypte. Les chrétiens en Égypte, c'est pas terrible. Oui, mais quand on connaît... Ou en Irak aussi, ou en Irak, alors là, ça a été carrément la chasse aux chrétiens. Quand on connaît un peu l'histoire contemporaine de la Syrie, on peut être rassuré. Quand on sait que le premier ministre de la Syrie, il était d'une minorité, c'était un protestant, on peut savoir que il y a une tradition de cohabitation. Il y a une tradition de cohabitation, même si le régime essaye de détruire le tissu social. Mais il y avait cette tradition de cohabitation en Égypte également. Aujourd'hui, mais ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, c'est pas le résultat de la révolution, c'est le résultat d'une politique publique qui gérait très mal la diversité depuis l'arrivée de Anwar Sadat.
Gérard Bapt, quelle est votre analyse là, dans toute cette histoire? La Syrie a une longue histoire et c'est une civilisation extraordinaire. D'ailleurs, l'histoire qui vient d'être rappelée par Salam à l'instant. C'est un pays qui fascine. Tout petit pays qui fascine tout le monde. Oui, à l'instant, c'est un croisement de civilisation extraordinaire. Quand on va en qu'est-ce qu'ils ont de Syrie, particulier? C'est parce que c'est un creuset je suis d'autant plus effondré que j'ai été de ceux qui, au moment de la succession de Hafez par Bachar, son fils, qui venait d'Angleterre, qui avait été formé, qui avait épousé une sunnite, j'avais pensé que, effectivement, les réformes annoncées, ce printemps de Damas qui a été si éphémère, aurait pu déboucher sur une évolution qui, de manière calme et raisonnée, et puis derrière les principes affichés néanmoins de la laïcité, aurait pu faire évoluer la Syrie vers un pays plus moderne, même si, comme au Liban, il avait fallu quelques accommodements sur le plan des communautés. Et puis le régime a tout repris très rapidement. Mais il a sombré dans une sorte de paranoïa, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il faut dire les choses, non? Oui, vous savez, c'est très étrange, c'est un comportement qui n'est plus un comportement politique, c'est un comportement... splendide isolement de l'autocrate qui ne voit plus que par ses proches et ses affidés, sa famille. Et il est entouré par des gens qui, on a cité tout à l'heure le nom de Maher, qui sont particulièrement terribles dans la répression, et on a pu même évoquer à certains moments des problèmes familiaux et de domination de Bachar, de son épouse, par son entourage. Je ne sais ce qu'il en était réellement, toujours est-il qu'aujourd'hui... On se dit parfois que le thème de séritocratie, d'ailleurs, quand on voit ce qu'on a vu ces derniers temps, est un peu faible même. Hein. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on voit mal, sauf à une évolution type Yémen, le président Saleh, qui finalement a accepté de partir sous un patronage régional. On voit mal comment on pourrait éviter une guerre civile, dans la mesure où une intervention étrangère serait, dans le contexte de la tension qui existe entre Israël, l'Occident et l'Iran, extraordinairement déstabilisatrice. Ne parlons pas non plus, bien entendu, des questions d'approvisionnement en pétrole. Alors c'est d'autant plus tragique cette situation que ce peuple a une base culturelle, une base historique et une situation géopolitique qui en faisait tout pour être une nation qui, à l'égal peut-être de ce qu'a pu être la Turquie depuis quelques années, aurait pu rayonner sur la région. Oui, avec la population en moins, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, il n'y a pas de matière première, il y a une population toute petite et il y a un rayonnement considérable. Quand on faisait des voyages parlementaires, la société civile écrasée, mais enfin on rencontrait une élite dans le monde littéraire, culturel, médical. Incroyable, qui pouvait parler, qui pouvait s'exprimer. Alors certes, il y avait des alliés sur le plan économique. La bourgeoisie sunnite est très liée au régime parce que le régime a pu lui faire de la place, et notamment en ce qui concerne les intérêts économiques. Donc cette société, elle existait néanmoins dans ce cadre sécuritaire-là. Oui, mais enfin, cet état policier, il a sombré dans la folie meurtrière aujourd'hui. Oui, mais c'est-à-dire en parlant aussi de la religion, il ne faut pas oublier que ça fait des décennies que la société syrienne, où on peut dire qu'il y avait un travail pour islamiser cette société, et surtout pas que la société syrienne d'ailleurs, on l'a vu en Égypte, même en Égypte, ça fait des années et des années que le régime même a bien islamisé la société. Pourquoi? Oui, c'est des spots, ils se servaient en fait de l'église pour occuper le peuple. Hein, tout à fait. Alors, c'est-à-dire il y a plusieurs facteurs quand on va se demander mais pourquoi ce refuge, pourquoi la population ou ces populations se réfugient dans un univers céleste à ce point-là. Il y a même, on constate une hystérie religieuse chez ces populations. Et bien, la réponse, je crois, il y a plusieurs réponses, mais il y a un grand facteur, c'est que toujours sous un régime dictatorial, de toute façon, les gens ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, et c'est tout à fait normal qu'ils vont se réfugier quelque part, puisqu'ils n'ont pas une satisfaction, bien sûr, tout à fait. L'opium du peuple. Tout à fait, parce qu'ils ne sont pas satisfaits dans leur vie sur Terre, dans leur pays, alors c'est tout à fait normal
normal, qui vont y aller beaucoup plus loin dans un autre univers, dans une autre dimension, on va dire. Et voilà la raison. Et en plus, il faut savoir que ces régimes, même eux, ils ont construit. Et moi, je peux parler aussi de régime syrien. À l'époque de Hafez al-Assad, il a construit des mosquées. Il a multiplié aussi des mosquées. C'est normal aussi. Non, c'est pas normal quand on voit quelqu'un qui est en train, qui se prend pour un laïc, qui veut quand même, qui veut répandre, on va dire, la pensée de tolérance, la pensée laïque, la pensée de la diversité. C'est pas normal qu'il encourage, que ce régime encourage. Ce qui est intéressant dans votre cas, vous présidez cette coalition laïque et démocratique pour la Syrie, et il y a ce mot évidemment qui sonne aux oreilles laïque. Oui. Vous n'avez pas peur de vous faire balayer le jour venu par le tsunami sunnite, comme c'est arrivé en Égypte, un peu partout. Vous savez, c'est un long combat. C'est un combat à une longue haleine. Alors, on vient juste de commencer ce combat-là. Aujourd'hui, quand on parle de la laïcité, on parle aussi des droits de l'individu. C'est ça ce qu'on défend, le droit de l'individu, le droit de s'exprimer. Et en plus, il faut savoir que la société syrienne est composée de plusieurs minorités. C'est-à-dire, on a parlé, c'est vrai, qu'il y a 75% des sunnites, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 15% aussi des Kurdes qui sont quasiment laïques. Voilà. Donc ça fait, mais laïques, sunnites, mais laïques. Il y a aussi plus de 10% des sunnites, même arabes sunnites, qui sont aussi laïques. Alors on parle quand même d'une... vraiment, on a quand même pas mal des minorités et de sunnites qui font quand même la moitié de la population syrienne et qui nous, de toute façon, qui nous encouragent, où on peut travailler sur eux. Et Salam Kawabiki, cette diversité, vous pensez qu'elle pourrait être maintenue, cette tradition de diversité syrienne, sous un régime plus ou moins sunnite, ou même très sunnite? Je crois que c'est le travail que malheureusement ou heureusement, l'opposition a pu avoir du temps pour développer son discours politique, pour développer son projet. La Syrie est pour tous les Syriens, et même les islamistes syriens, qui sont représentés sous plusieurs bannières, pas seulement les frères musulmans, reconnaissent cette réalité pour le moment. Après, je ne pense pas que c'est une priorité d'évoquer le danger d'un tsunami sunnite au cas où le régime change. Il va avoir une période assez complexe et difficile. Il va avoir une période, comme vient de le dire Randa, de combat menés par les laïcs ou menés par d'autres aussi. Enfin, vous avez vu le score des laïcs en Égypte, en Tunisie, aux élections. Vous savez, ils sont littéralement balayés après le... Oui, mais vous savez, en Tunisie, en Égypte, en Tunisie c'est différent de l'Égypte, mais en Tunisie, il y a parmi les laïcs des gens qui ont collaboré avec Ben Ali. Alors ils ont perdu beaucoup de leur crédibilité. C'était pas le cas en Syrie. C'était pas le cas en Syrie du tout. Et aussi en Tunisie, les laïcs ont passé le temps avant les élections à se chamailler, à ne pas se constituer en alliance. Il y a 1 700 000 voix en Tunisie qui sont parties dans la nature. Le Nahda a pris les élections avec 1 500 000 voix. Contre lui, il y avait 1 700 000 voix qui sont parties dans la nature parce qu'il y avait plusieurs listes. Alors, en Égypte, c'est une société différente. Il faut aussi une chose pour nos téléspectateurs, c'est que ces sociétés ne sont pas... Je suis laïque moi-même, je veux bien que ma société soit laïque, mais... La nature de la société n'est pas une société laïque, c'est une société traditionnelle, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Après, c'est un travail culturel. Randa disait quelque chose tout à fait juste tout à l'heure par rapport aux mosquées. Bâtir des mosquées, c'est tout à fait naturel et c'est un droit. Mais faire une politique volontaire du pouvoir
pour bâtir plus de mosquées que d'hôpitaux, plus de mosquées que d'écoles, plus de mosquées que de centres culturels. Ce qu'il a fait, ce qui a été bâti en Syrie entre 1970 jusqu'à maintenant comme mosquée, ça dépasse largement le nombre de mosquées qui ont été bâties en Syrie depuis l'aube de l'islam. C'est quand même impressionnant, les écoles coraniques et tout ça. C'est tout à fait dans l'objectif de contrôler la société. Donc il sème ce qu'il a récolté aujourd'hui, ce régime. Il sème comme d'autres qui l'ont semé aussi dans la région. Même les Américains, ils l'ont semé bien en Afghanistan. Mais aussi des intellectuels qui voulaient se réunir dans une salle de conférence à 10, ils ne pouvaient pas avoir l'autorisation. Mais par contre, s'ils veulent aller à la mosquée, se réunir à 1000, ils pouvaient le faire. Alors voilà où on en est. Tout à fait. Bon, je vous propose maintenant, toujours avec notre confrère Nicolas Hénin, d'aller voir de près un phénomène qui se développe. Ce sont ces déserteurs de l'armée syrienne régulière qui rejoignent l'armée de libération syrienne, la LS. On regarde. Dans le salon d'une maison, au milieu de la nuit, nous retrouvons 3 déserteurs de l'armée syrienne. Ils ont rejoint l'armée syrienne libre, au service de la révolution. Ils affirment être en tout plus de 10 000 hommes et tiennent à démonter la propagande du régime. Il n'y a pas de groupe armé ou de mouvement terroriste. On est seulement de l'armée syrienne libre. Et voici ma carte de l'armée syrienne libre qui montre que je suis bien un soldat. J'ai déserté parce que les forces d'Al-Assad tuaient les gens et nous ordonnaient de tirer sur les manifestants, même ceux qui n'ont pas d'armes. Quand on est descendu dans les rues et qu'on a vu ce qui s'y passait, on a décidé de quitter l'armée en gardant nos armes avec nous. Mais on ne les utilise que pour protéger les manifestants contre les miliciens, les chabias et les forces de sécurité. On ne peut rien faire contre des blindés ou des avions. Si les tanks entrent dans le quartier, on ne peut que partir en courant et nous cacher. On ne peut rien faire d'autre avec nos armes légères. Tu as peur? Non, pourquoi j'aurais peur? Les déserteurs témoignent de la pression exercée sur les militaires syriens. On nous a prévenu que si on ne tirait pas sur les manifestants, il y avait des agents dans notre dos qui nous tireraient dessus. Et plus d'un d'entre nous a été tué parce qu'il a refusé de tirer sur la foule. La première chose qu'ils ont faite, dès que ça a commencé, ça a été de fouiller les casernes à la recherche de téléphones portables. Ils les ont tous confisqués pour nous empêcher de parler à nos familles, pour savoir ce qui se passe et aussi pour nous empêcher de faire des vidéos. Nous ne voulons pas une intervention militaire étrangère terrestre, mais une zone d'exclusion aérienne qui permette de protéger les civils et les soldats qui veulent déserter l'armée syrienne d'Al-Assad. Parce que dès que les déserteurs commenceront à se rassembler, ils se feront bombarder immédiatement par l'aviation. La présence de cette armée syrienne libre parvient toutefois à rassurer les opposants et à créer des zones où ils se sentent à l'abri. Abou Rached vient de sortir de prison où il a été torturé. Avec sa famille, il a fui son ancienne maison pour vivre sous cette tente dans une zone tenue par les révolutionnaires. Quand j'étais en prison, ils m'ont torturé parce qu'ils voulaient que je confesse où étaient les armes et à qui elles appartenaient et où je les avais eues et qui m'avait donné l'argent. Mais je comprenais rien à toutes ces histoires. Moi, j'allais pas aux manifestations. J'ai jamais eu d'armes ni quoi que ce soit. Et malgré tout, ils sont venus chez moi pour m'arrêter. Ils m'ont conduit à la sécurité politique et ils m'ont suspendu au plafond pendant 5 jours. Je suis resté 5 jours suspendu par les poignets. Tiens, regarde ce qu'ils m'ont fait en prison. Tout ça vient de là-bas. Regarde mes mains. Regarde. Je peux plus ouvrir les doigts. Je peux plus rien sentir, regarde. Et mon dos, il me fait encore mal, à cause des coups de matraque. La douleur n'est pas partie. Alors, Martine Laroche-Joubert, vous avez vu, lors de vos reportages, des soldats de l'ASL
l'armée syrienne de libération. Oui, j'ai vu des déserteurs, en effet, exactement. Mais il faut dire aussi que c'est très difficile de déserter de l'armée de Bachar al-Assad, tout simplement parce que souvent les déserteurs ont peur de représailles sur leur famille. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'au sein de l'armée, il doit y avoir en effet beaucoup de soldats qui se posent des questions, mais qui n'osent peut-être pas déserter. Alors l'armée libre de Syrie, elle est donc composée de déserteurs, mais elle est composée aussi de civils qui ont pris les armes. Il n'y a pas de commandement... Et pour ce que vous en avez vu, elle est organisée ? Non, il n'y a pas de commandement unifié à l'intérieur même de la Syrie. Il y a un commandement à l'extérieur, en Turquie, avec un colonel qui s'appelle Assad, d'ailleurs, comme Bachar al-Assad. Mais il est extrêmement difficile de le voir parce qu'il est protégé par les autorités turques, parce qu'il y a déjà eu des enlèvements de gens qui avaient déserté et qui s'étaient réfugiés en Turquie par les services secrets syriens. Et ces personnes auraient été enlevés, ramenés en Syrie et exécutés. Donc, si vous voulez, l'armée libre de Syrie, actuellement, elle se cherche, elle cherche. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est la porosité de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Parce que par l'Irak arrivent maintenant des groupes... des armes tout le exactement, temps. Exactement, des armes, et puis aussi des membres d'Al-Qaïda, etc. Et là, ça risque de brouiller les cartes de la révolution. Alors, j'aimerais qu'on fasse maintenant un petit peu de géopolitique, parce qu'il y a quelque chose de très frappant dans ce régime que, on disait tout à l'heure, assez sophistiqué, il faut bien dire. Enfin, une tradition de sophistication, en tout cas, chez les Assad. Et aujourd'hui, il se retrouve tout seul, quoi. Alors, est-ce que c'est pas pour des raisons religieuses, d'ailleurs, mais enfin, en tout cas... il y a à peu près tout le monde arabe contre lui. Il n'a comme allié aujourd'hui que l'Iran, oui, et puis le Hezbollah libanais, proche du Liban. Oui, mais l'Iran, ce n'est pas rien. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, il y a contre lui l'Égypte, enfin, la Ligue arabe, enfin, l'ensemble du monde arabe, sunnite. Au plan régional, il se trouve isolé. Mais cet axe, la fameuse arc chiite dont on avait parlé, fait qu'il y a une puissance là qui pose problème sur la région, mais surtout, à l'heure actuelle, il y a le soutien de la Russie, de la Chine et de quelques pays émergents. Et ça se passe là dans des problèmes d'équilibre de force entre ces pays et l'OTAN. Donc, le régime, pour le moment, n'est pas encore vraiment isolé au plan international. Tant qu'au Conseil de sécurité, il y a le veto qui va s'exprimer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intervention multilatérale étrangère. Vous, dans l'opposition, vous sentez qu'il est quand même un petit peu soutenu par différentes puissances? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et on l'a vu, sentez ça même en France ou pas? Non, je peux pas dire, parce qu'aujourd'hui quand même... La France a pris une position claire. Mais bien sûr, la France a déjà pris une position très claire depuis le début des contestations. Et en plus, c'est vrai que aujourd'hui, on va parler dans le monde occidental, personne pourra défendre un régime comme celui-là, surtout après les tueries, les carnages, les massacres quotidiens. Alors c'est inadmissible quand même de défendre un tel régime. Alors si on prenait les alliés, pourquoi? Bon, l'Iran, on peut comprendre. Oui. C'est, disons, une solidarité religieuse. La Russie aussi. Alors la Russie, expliquez-nous pourquoi. Il y a une tradition aussi, il y a des liens anciens entre la Russie et la Syrie. Oui, il y a cette relation. La Russie était toujours liée au régime. De toute façon, il a une influence dans la région par la Syrie. C'est ça, il faut voir aussi. Aujourd'hui, la Russie, je crois qu'elle prend aussi la Syrie comme otage pour, bien sûr, pour atteindre quelques intérêts qu'elle cherche à les avoir. Alors, s'il y aura une compensation quelque part sur des autres dossiers, la Russie pourra changer, bien sûr, pourra changer sa position et c'est une carte à jouer qu'elle utilise de toute façon Poutine jusqu'à aujourd'hui. Salam Kawikibi. Je pense que l'Iran, c'est pas une question religieuse à la base de son alliance avec la Syrie. C'est un mariage d'intérêt, c'est pas un mariage catholique. Et les Iraniens sont accrochés encore plus à la carte syrienne depuis qu'on leur a ressorti le dossier nucléaire. C'était, je pense, très mal choisi comme moment de le mettre dans le coin et de les presser à s'attacher encore plus à leur carte, leur seule carte qui reste dans la région, qui est la carte syrienne. Le Hezbollah, il a tout à fait intérêt à se réinsérer dans le
le tissu social et politique libanais, et il a la possibilité de le faire, il a la popularité, sans pour autant soutenir des tueries et des violences inouïes en Syrie. Mais le Hezbollah, il dépend de la décision politique iranienne. Il ne dépend pas du tout de la décision politique syrienne. L'argent vient d'Iran. L'argent vient de l'Iran et les armes viennent de l'Iran via la Syrie. Alors, je crois, par rapport à la Russie, les Russes ils sont en train de négocier d'autres dossiers sur le dos des victimes syriennes. Les Russes, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, se sont marginalisés sur la scène diplomatique internationale. Ils ont été lésés sur le Balkan, ils ont été lésés sur plusieurs dossiers. Mais pour qu'ils fassent ça, les Russes ne sont pas stupides, c'est qu'ils pensent que le régime peut tenir. Non, ils sont plus sûrs, je crois, parce qu'ils connaissent le système de l'intérieur, plus sûrs que d'autres, que le régime ne pourra pas tenir de la même manière. Mais qui pourra jouer un rôle après, comment alors? Les Russes, ils ont leur intérêt, leur dossier à négocier avec l'Occident, mais ils ont aussi une peur que le printemps arabe, entre guillemets, s'étend vers l'Asie centrale et vers la Russie. Ça, vous croyez à ça, vous? Mais je crois que c'est aussi un facteur de politique intérieure en Russie. C'est la première fois qu'en Russie, il y a de telles manifestations publiques contre Poutine, qui est en quelque sorte issu lui aussi d'un système et qui, à certains égards, se rattache au fond aux bases du parti basse, qui a lui aussi des racines marxistes. Il nous parlait d'autre chose, il nous parlait de la Russie qui a toujours peur de l'islam à ses portes. Je ne pense pas que dans cette affaire-là, ce soit ça. Ce soit plutôt l'islam et la démocratie, pas seulement l'islam. Ce soit plutôt la question de l'ingérence. Ce qui s'est passé en Libye, la Russie et la Chine estiment qu'ils se sont fait un peu rouler dans la farine. Et donc c'est aussi une raison pour eux. Il y a plusieurs raisons très certainement. Il y a aussi le port de Tartous où la flotte russe est toujours bien présente. Pour la Chine, par rapport à l'Iran, il y a aussi les problèmes des ressources minières, des ressources pétrolières, des ressources en gaz. La Chine a d'énormes besoins. Et ça aussi, ça intervient très certainement dans sa position aujourd'hui par rapport à la Syrie et à l'Iran. Mais je crois que la Chine suit la Russie, c'est-à-dire, voilà, le jour où la Russie changera sa position, la Chine va suivre la Russie. Et les Chinois sont plus pragmatiques. Ils sont en train de reprendre contact avec tout le monde pour voir les possibilités d'un éventuel changement de cap. Oui. Ouais. Et vous voyez un changement à terme, parce qu'une situation comme ça peut durer encore des mois et des mois? Je sais qu'à C'est-à-dire Damas, un peuple seul qui tire sur la foule, si personne n'intervient, ça peut continuer. Puis un jour, ça peut s'arrêter d'ailleurs, parce que les gens finissent par avoir peur. C'est très difficile de prévoir. Je sais qu'à Damas, les administrations tiennent encore. À Damas, la capitale. À Alep commence à bouger, sont les deux villes les plus importantes. On a déjà pas mal bougé ces derniers temps. Oui, commence à bouger, mais c'est pas encore assez significatif. Mais ceci étant dit, les choses peuvent basculer en un clin d'œil, d'une façon complètement imprévisible. On l'a déjà vu, où elles peuvent continuer. C'est extrêmement difficile de prévoir ce genre de situation, vraiment. Ouais. Et quel peut être l'intérêt d'Israël dans cette histoire? Peut-être on peut commencer par... L'intérêt d'Israël aujourd'hui, sa préoccupation immédiate et première, c'est l'Iran. Ouais. Voilà. Et donc, si la